Vous avez un lot de quartz à tester? Bien, construisez le petit circuit que je vous propose aujourd'hui. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. La question m'est posée périodiquement. Pourrais-tu nous suggérer un circuit pour vérifier des cristaux de quartz utilisés couramment dans les circuits oscillants? Bien sûr, je vais le faire et ça ne sera pas difficile. Le web propose plusieurs circuits qui, pour la plupart, ressemblent à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je n'ai donc rien inventé là-dessus, mais j'ai fait quelques essais d'optimisation et je suis arrivé au circuit et que je vous suggère à l'instant. Alors oui, je ne réclamerai pas des droits d'auteur sur ce circuit. Il est disponible sous différentes variations un peu partout. C'est en fait un oscillateur Colpitts suivi d'un simple amplificateur de courant très simple. Donc, c'est un ampli Colpitts. Pourquoi Colpitts? Vous pouvez facilement repérer un diviseur capacitif entre la base et l'émetteur du transistor de l'oscillateur. Lorsque vous voyez deux condensateurs comme ça, en chaîne, et donc une sortie partielle qui retourne, c'est effectivement un diviseur capacitif, au même titre qu'un diviseur résistif finalement. Donc, oscillateur Colpitts, piloté par le quartz en essai, tout simplement, qu'on branche ici sur deux points d'essai. Il y a polarisation partielle du transistor, donc lorsqu'on retire le quartz, il y a toujours un petit courant qui circule, mais c'est de l'ordre de 1 ou 2 mA, ce n'est vraiment pas beaucoup. D'où l'utilisation suggérée d'une pile 9 volts. Ça fonctionne très bien pour l'application. Alors, quand l'oscillateur oscille, vous avez ici un condensateur de couplage qui va laisser passer le CA, mais qui va quand même bloquer le CC présent de part et d'autre. Donc, les tensions fixes ne passent pas. Par contre, l'oscillation, elle passe et elle sera redressée par ces deux diodes qui, ensemble, chargeront ce condensateur. Donc, c'est un condensateur de filtrage. Et donc, une tension CC ici est développée et elle est suffisamment élevée par rapport à notre masse pour polariser le transistor. Donc, s'il y a oscillation, transistor ici polarisé, courant circule. S'il n'y a pas d'oscillation, ici ça meurt, ça se décharge graduellement. Et donc, il n'y aura pas de courant qui va circuler. Alors, on a le choix pour indiquer l'opération d'un quartz, soit qu'on met un mouvement d'Arsonval, donc un meter, un galvanomètre qui mesure le courant ici, avec une résistance pour limiter le courant, bien sûr, puisqu'habituellement les courants sont très très faibles dans ce genre de mouvement aiguille. Donc, moi ici, j'ai un petit mouvement pour mes essais qui est un 300 microampères pour pleine échelle. Alors, j'ai mis une résistance de 30 kΩ. Vous pouvez faire le calcul, hein, si vous mettez ce transistor complètement polarisé. Donc, on pourrait assumer qu'ici, ça sera donc la masse, puisque la différence de potentiel ici sera très faible. Alors, on aura la masse ici et 9 volts ici, et calculé pour un courant de 300 microampères, la loi d'Ohm, tout simplement. Alors, j'ai mis un 30 kΩ ici, et ça me donne une pleine échelle lorsque un quartz en bonne santé là, est branché. L'aiguille, vous allez le voir, là, dévie complètement. Alors, c'est essentiellement comme ça que le circuit fonctionne. Si vous n'aimez pas le mouvement d'Arsonval et vous préférez une LED, bien, substituez la résistance pour celle-ci, une 390 ohms par exemple, et une LED au mouvement d'Arsonval et à sa résistance, juste ici dans la chaîne, et la LED va s'allumer, comme vous allez le voir dans la démonstration aussi, lorsque on branche un quartz qui oscille. Alors, on peut aussi, si on le désire, brancher un oscilloscope ou un fréquence-mètre, en autant que leur impédance d'entrée est élevée. Par exemple, on peut brancher la sonde d'oscillo ici, et bien sûr la brancher sur un oscilloscope avec son entrée classique, 1 meg, et on pourra faire des mesures de fréquence, et d'amplitude aussi même, pour savoir si ça oscille fort ou pas. On pourra aussi envoyer ce signal à travers la même sonde d'oscilloscope sur un fréquence-mètre, dont l'entrée est évidemment à haute impédance, donc de 1 meg typiquement. Et donc, on pourra aussi mesurer la fréquence de l'oscillation, ce qui aura bien sûr l'avantage, si on n'a pas d'oscilloscope, de nous dire qu'effectivement, ça oscille à la fréquence qui est indiquée sur le quartz. On peut aussi faire la mesure de fréquence à l'oscilloscope. Alors, c'est le circuit essentiellement. J'ai mis le symbole de masse ici. Vous comprendrez que ce n'est pas nécessaire, puisque
Tous les points de masse sont reliés à la pile. On a donc un circuit complet ici. On pourrait mettre, bien sûr, aucune référence à ce qu'on appelle la masse, mais je l'ai indiqué quand même pour que si vous branchez votre sonde d'oscilloscope ici, bien, que vous mettez la pince crocodile bien, sur ce nœud ici du circuit. C'est vraiment sur la partie masse du circuit, si vous voulez. Et concernant les transistors, ben, ce sont des transistors de variété tout à fait commune. J'ai mis des transistors NPN, bien sûr, mais de 2N3904. La grande majorité des transistors modernes au silicium sont capables d'opérer jusqu'à au moins 100 MHz et on ne se rend même pas à cette fréquence-là. Et ont un gain bien suffisant pour que ça oscille. Donc, n'importe quel transistor 2N2222, BC548, peu importe, en autant que ce sont des NPN de variété courante, ça va fonctionner. Alors, on va l'assembler, ce petit circuit, vous allez voir, on va le faire fonctionner. Assez simple de fonctionnement quand même. Voici donc le circuit monté sur une plaquette sans soudure. Comme vous voyez, ce n'est pas critique. Je n'ai pas mis une attention particulière à l'emplacement des pièces au niveau là, du fait que c'est de la radiofréquence. Bien sûr, on garde les fils courts autant que possible. Mais sinon, là, ce n'est pas super critique. C'est un oscillateur qui oscille assez facilement, même que si on vient toucher au circuit, même s'il n'y a pas de quartz, là, on pourrait avoir une déflexion. Regardez, je cause une oscillation. Là. Alors, c'est un oscillateur qui n'est pas difficile à stimuler. Disons ça comme ça. Alors, je l'alimente à partir d'une pile 9 volts que je vais enlever du plan. Alors, ça consomme 2-3 milliampères là, du genre au repos comme c'est là présentement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vider vos piles rapidement. Vous pourriez aussi mettre une alimentation externe. Mais souvent, on s'aperçoit que les fils d'alimentation, lorsqu'on les touche, là, ça peut faire varier un peu l'oscillation. Donc, une petite pile comme ça, puis on y met peut-être un bouton poussoir là, pour l'alimenter seulement lorsqu'on teste. Alors, c'est votre choix. Alors, j'ai mis un mouvement d'Arsonval, un galvanomètre, tout simplement. Celui-ci, comme vous avez vu dans le schéma, c'est un 300 microampères. Alors, c'est un tout petit, et bien sûr, j'aurais pu en mettre un plus gros. C'est vraiment au choix. Alors, j'y vais pour vous montrer le fonctionnement. Si je prends un quartz ici c'est un quartz de 16 MHz, là, et que je le mets tout de suite, vous voyez la déflexion du mouvement d'Arsonval. Donc, définitivement, il y a oscillation. Je peux en mettre un plus gros ici, un 1 MHz, et la même chose lorsque je fais un bon contact, bien sûr, voilà, il y a oscillation. Alors, le mouvement permet de voir s'il y avait des quartz qui sont plus paresseux jusqu'à un certain point, puisque le deuxième transistor, celui qui alimente le quartz, n'a pas une réponse linéaire, là, bien sûr, sur le courant qui circule, mais ça pourrait nous donner une indication qu'un quartz ou un autre est plutôt paresseux. Bon, j'en ai pas vraiment des quartz paresseux, pour être bien honnête, j'en ai testé plusieurs. Ils sont tous corrects. Donc, de ce côté-là, l'aiguille nous montre très peu, mais je présume qu'on pourrait quand même voir des petites variations parce que, évidemment, plus l'amplitude de l'oscillation est grande, plus la déflexion va être grande jusqu'à un certain point, bien sûr. À un moment donné, on sature le transistor à sa base et ça ne va pas plus loin. Là. Donc, essayez, jouer, s'amuser. Vous pouvez changer certaines valeurs dans le circuit. C'est pas vraiment critique là, pour la peine, particulièrement la deuxième partie, donc le deuxième transistor. Alors maintenant, ce que ça nous donne présentement, c'est plus un test du genre ça va ou ça ne va pas, pour un quartz en particulier. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, utiliser une sonde d'oscilloscope ou une sonde de fréquence-mètre pour faire des mesures? Bien absolument, je vous le montre tout de suite. Alors, comme montré dans le schéma, j'ai branché une sonde d'oscilloscope en amont des deux diodes et j'amène cette sonde sur un fréquence-mètre, sur le petit fréquence-mètre, le IBQ, IB102, je crois, le modèle. Ceci dit, il faut faire bien attention de choisir la gamme qui est celle qui va le plus bas en fréquence. Puisque son entrée n'est pas terminée sur 50 ohms. C'est une entrée à plus haute impédance. Et c'est ce qu'on veut dans ce circuit, puisqu'on y branche une sonde d'oscilloscope. Et la sonde d'oscilloscope, ici, ben, elle est faite pour fonctionner qu'une entrée d'1 mégohm. Alors, on peut utiliser une sonde d'oscilloscope, mais s'assurer de choisir la gamme qui offre une entrée d'impédance élevée. Et c'est la même chose pour n'importe quel autre fréquence-mètre, pas juste celui-ci. Alors, assurez-vous quand même de cela.
et ça va fonctionner bien. Regardez bien, je vais faire une mesure. Alors ici, c'est un quartz de 16 MHz et tout de suite, on a la lecture à 16 MHz, en plus de la déflexion, bien sûr. Alors, ça fonctionne quand même bien. Ça nous donne rapidement une idée de la fréquence. Ici, c'est un quartz de 20 MHz, bien sûr. Je prends le quartz de 1 MHz. Bien, on a 1 MHz. Vous l'avez vu rapidement, voilà. Je cause des mauvais contacts, là. Bon, un petit phénomène que je dois vous montrer, bien sûr, c'est si on veut utiliser des quartz dont la fréquence est en général, disons, plus de 25-30 MHz, c'est pas cette fréquence-là qu'on va voir. Ici, on a un quartz qui est marqué 41,9 MHz. Alors, c'est un quartz qu'on va utiliser en mode de troisième harmonique. Et donc, c'est la fréquence ici qui sera un tiers de la fréquence obtenue. Et dans le circuit qui utilise ce quartz, il y aura ce qu'il faut, donc un circuit LC, pour ne stimuler que la fréquence à 41 MHz. Mais la fréquence fondamentale du quartz, c'est 13,96 MHz. Si vous multipliez ça par 3, vous allez arriver à 41,9 à peu près, là, bien sûr. Donc, on dira que c'est un cristal qui est coupé pour fonctionner en troisième harmonique. En anglais, ils vont dire third overtone. Et bien sûr, il y a moyen de le faire osciller donc à sa fréquence plus grave. Mais il a définitivement été coupé pour fonctionner à la troisième harmonique. Et si je pousse un petit peu plus, en termes de fréquence, regardez ici, j'en ai un de 100 MHz. À quelle fréquence vous croyez que ça va fonctionner? Alors, habituellement, c'est les harmoniques impaires. Alors, moi, je dis que ça va être un 20 MHz fait pour osciller à 5 fois la fréquence, parce qu'il est marqué 100 MHz. Alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, 20 MHz. Fois 5, on arrive à la fréquence du 100 MHz qui est marqué sur le dessus du quartz. Pas très visible, bien sûr, c'est tout petit. Soyez juste conscient de ce fait. Si vous avez des quartz qui fonctionnent à des fréquences très élevées, là, qui sont marqués pour fonctionner à des fréquences très élevées, ce testeur ne vous montrera pas cette fréquence. Un quartz ici à 130 MHz, bien, ça risque d'être la 7e harmonique qui va être sélectionnée. Et effectivement, 18,55 environ, là, fois 7, vous allez arriver au 130 MHz qui est marqué sur le quartz. OK? Alors, ça, c'est la partie fréquence. Bien sûr, je pourrais prendre la sonde et l'envoyer sur l'oscilloscope. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. J'ai donc branché la sonde. Je n'ai pas déplacé, mais je l'ai branché sur un oscilloscope. Et vous voyez à l'écran ce quartz, qui est un quartz de 10 MHz exactement. Et vous avez le résultat à l'écran. Et vous voyez ici, dans le bas, vous êtes capable de voir que la fréquence est bien de 10 MHz. Donc, si vous avez un oscilloscope numérique, ça peut être intéressant là, d'avoir la lecture de fréquence aussi sur l'oscilloscope. Et ça vous donne aussi une idée de l'amplitude de l'oscillation. Une idée un petit peu plus claire. La forme de l'onde, ne perdez pas trop de temps là-dessus. Compte tenu du circuit monté sur une petite plaquette, compte tenu que nos doigts, l'alimentation, ainsi de suite, il ne faut pas trop s'attarder sur la forme de l'onde. Bien franchement, là, on a des belles ondes, on a des moins belles. Mais, voyez-vous, ça, c'est 1 MHz. Là. Donc, ça fonctionne, ça nous permet de faire des mesures en fréquence et ça nous permet d'estimer l'amplitude relative de l'onde. Donc, oui, et une des raisons aussi pour que la forme d'onde pourrait être différente, c'est que la charge capacitive de notre circuit versus la charge attendue par le fabricant du quartz, ben c'est pas nécessairement la même. Donc, on pourrait avoir des amplitudes qui varient, on pourrait avoir des formes d'ondes qui vont varier, tout simplement parce que le type de coupe du quartz, ainsi que la charge capacitive attendue, donc, ne correspond pas nécessairement à la bonne chose. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent pourquoi la forme d'onde ne sera pas nécessairement bonne. Mais vous voyez, avec l'oscilloscope, il y a quand même moyen de faire des mesures intéressantes, mais ce sont toujours les mesures fondamentales. Ça, c'est clair. Et bien sûr, si on remplace le galvanomètre par une résistance plus faible, moi je suggère environ 390 ohms et une LED, ben, lorsqu'on applique notre quartz sur les contacts, ben, on a une lecture allumée-éteinte, tout simplement. Donc,
on est capable de noter qu'il y a oscillation lorsqu'on applique un quartz, peu importe sa fréquence, bien sûr. Alors, ça peut être une autre méthode rapide si vous n'avez pas de galvanomètre. Si vous voulez juste faire du ça va pas, ben, vous pouvez simplement mettre une LED. C'est votre choix. Et puis, quand viendra le temps de faire le transfert sur une plaquette, amusez-vous. Hein? Vous pouvez prendre une plaquette qui n'a pas de cuivre, attacher les pattes ensemble. Vous pouvez prendre une avec des différents types d'îlots, des plaquettes du genre sirop, pas de problème. Tiens, amusez-vous. Même une plaquette plan de cuivre, tout simplement. Et vous considérerez le plan de cuivre comme étant la masse. Et il y a beaucoup de signaux qui vont à la masse. Donc, vous soudez les pièces qui vont à la masse, directement sur le plan de masse. Et vous mettez les pièces vers le ciel, les transistors, et ainsi de suite. Donc, toutes les broches pointant vers le ciel. Et vous allez pouvoir vous assembler ce circuit sur une petite plaquette comme ceci. Ça ne sera pas illégal, mais ça va bien fonctionner quand même. Je vous rappelle que la fréquence exacte d'oscillation d'un quartz ne sera obtenue que lorsque toutes les conditions d'opération spécifiées par le fabricant de quartz seront rencontrées. Ce petit testeur ne vous permettra donc pas d'évaluer la fréquence exacte d'un quartz, mais que de vérifier qu'il fonctionne bel et bien. La seule façon de faire pour vérifier l'exactitude, la justesse d'un quartz, c'est de l'insérer dans un circuit de la bonne topologie, soit un oscillateur à résonance série ou parallèle, dépendamment de la coupe du quartz, et aussi ce circuit qui répond aux charges capacitives spécifiées par le fabricant du quartz, particulièrement dans le cas de la configuration d'oscillateur à résonance parallèle. Autre chose, le petit testeur ne fonctionnera vraisemblablement pas avec des diapasons de 32,768 kHz, souvent utilisés sur des horloges. Ce ne sont pas des quartz, et le circuit tel quel n'est pas conçu pour faire osciller ce genre d'éléments, donc il y aurait des modifications à apporter au circuit. Ceci dit, pour rapidement vérifier un lot de quartz, il fait le boulot, ce petit circuit, ce petit testeur. Je l'aime bien. Et il est simple à monter. Parfois, les bidouilleurs se sentent rassurés quand quelqu'un a testé et monté donc, un circuit avant eux. Bien, c'est fait, alors amusez-vous maintenant. Voilà pour la vidéo. Vous avez apprécié? Ben, faites-le savoir par un commentaire sous la description et surtout, faites-le savoir en cliquant sur le pouce vers le haut. L'algo de YouTube aime bien cela, lui aussi, des pouces vers le haut. Merci de votre attention, merci de votre soutien aussi et à la prochaine.